Alors voilà le moment tant attendu, celui de la jeunesse agricole qui est présente là derrière moi et dont nous avons trois échantillons. Céline et Iglesias qui est là, Rémi Roquia et ça y est, je suis déjà perdue. Aide-moi, j'ai pas pris. Et Mathias. Mathis, pardon. Mathis Monnery. L'idée de cette table ronde qu'on improvise totalement, il faut bien le dire, c'est de pouvoir un petit peu dresser un panorama de l'enseignement agricole et de la formation. Donc pour ça, on a Marie-Paule Chauvet, qui est élue à la Chambre régionale d'agriculture, qui est en charge de l'enseignement et de l'information, qui est également vice-présidente de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône. C'est bien cela. Marie-Paule, on parlera d'une charte qui a été mise en place et qui permet de resserrer les liens entre multigénérationnels, entre ceux qui arrivent et puis ceux qui ont déjà, qui bénéficient d'une certaine expérience. Pour qu'on puisse avoir un renouvellement de génération et avec des jeunes qui soient très bien formés surtout. Oui. Isabelle Pellegrin, qui est ici, qui est directrice d'exploitation au lycée agricole de Carpentras à Serres, donc qui est un pur jus de l'enseignement agricole, m'a-t-elle dit? Oui, tout à fait. J'ai suivi le parcours des jeunes en suivant donc des formations en lycée agricole et puis progressivement j'ai rejoint la grande famille du ministère de l'Agriculture en étant enseignante et puis maintenant un poste de direction au cœur d'une exploitation agricole, support pédagogique pour l'apprentissage des gestes professionnels de nos futurs professionnels. Et tout ça dans un bonheur absolu. Oui, on a une biodiversité sur le plateau assez dense. Gilles Flavlaillet, qui va nous parler des MFR, les maisons familiales rurales. On expliquera un petit peu ce que c'est. Président de la fédération régionale, qui est accompagné donc de son directeur de la fédération régionale des MFR, Pierre Millet, et Jean-Paul Malval, qui lui s'adresse aux grands enfants. Hein, on est sur du post-bac. Il est directeur de campus de l'ISARA à Avignon. Et on va être plutôt sur des profils d'élèves ingénieurs. Hein. Voilà. Alors, Marie-Paule, racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette charte que vous avez signée pour pouvoir travailler tous ensemble de manière la plus intelligente et efficiente possible? Donc c'est une charte qui a été mise en place par la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, pour resserrer les liens entre les professionnels et l'enseignement agricole. Bon, on s'est rendu compte que bien souvent, les liens étaient un peu distendus, hein. Donc nous avons voulu vraiment que la demande des professionnels puisse être entendue et ainsi qu'il y ait des formations qui soient adaptées à la demande pour que cela puisse déboucher sur des emplois, bien entendu, et pour qu'il y ait aussi des jeunes, comme je l'ai dit, très bien formés, qui puissent s'installer et qu'il y ait un renouvellement des générations et ainsi avoir une agriculture très dynamique. Donc cette charte, on est quand même une région assez exceptionnelle, puisque sur les autres territoires, ils ont deux chartes, une pour l'enseignement public et l'autre pour le privé. Ah, et nous, on a réussi à réconcilier tout le monde? On est toujours, on s'entend très très bien, hein, on est en bonne cohérence et en bonne cohésion, donc on a pu signer la même charte avec toutes les familles de l'enseignement agricole, et je trouve que c'est vraiment... Combien d'établissements ça représente sur la région? Ça représente 30 établissements, hein, je crois, moitié privé, moitié public. Hein. Alors, pour le privé, quand même, je dois souligner, parce qu'autrement, ils risquent de ne pas être très contents, que nous n'avons pas que les MFR, hein, nous avons également d'autres établissements. On peut en citer quelques-uns. Nous avons qui dépendent de l'UNREP, qui dépendent du CNEAP. Donc, nous avons sur notre région Fontlongue à Miramas, nous avons Saint-Maximin, nous avons... Voilà, et puis d'autres sur Valréas également. Oui. Ouais. Donc il y en a quelques-uns qui dépendent d'autres familles. Mais c'est vrai que les MFR ont des établissements qui sont quand même en grand nombre. Hein. Vous êtes très bien implantés sur le territoire. Les MFR, non? Oui, les MFR, ça fait 80 ans que les MFR se développent en France, puisque ça a démarré en 1937. Alors racontez-nous juste un peu l'histoire. Toute petite histoire, très rapidement. Oui. C'est très simple. À cette époque-là, en agriculture, les jeunes terminaient très tôt leurs études. Après le certificat d'études, on avait du mal les paysans avaient du mal à laisser les jeunes continuer leurs études, puisqu'ils en avaient besoin sur la ferme.
Et donc un système s'est mis en place pour permettre à la fois d'associer la formation pratique et donc la continuité de leur apprentissage qui était naturel, hein, puisqu'ils étaient enfants d'agriculteurs, mais de continuer l'apprentissage théorique qui était nécessaire pour moderniser l'agriculture. Donc petit à petit, s'est mis en place un système par des agriculteurs qui se sont associés, donc des parents de jeunes, et qui ont créé la première maison familiale à Lauzun en 1937. En 1942, on avait déjà une 50aine de maisons familiales en France, donc le modèle avait essaimé un peu partout, mais essentiellement sur 2 grands territoires, en Rhône-Alpes et dans les Pays de Loire, et puis ensuite sur la Bretagne, toutes les régions très agricoles. Donc on est aujourd'hui à 430 établissements, avec une pédagogie qui s'est modernisée. On parle toujours de pédagogie nouvelle, qui est la pédagogie de l'alternance, qui est développée de la 4e jusqu'à la licence pro. C'est le principe de la maison familiale rurale, c'est-à-dire que les enfants, les grands-enfants, les adolescents sont en alternance, donc à la fois cet enseignement théorique et cet enseignement pratique systématiquement. On les accueille à partir de 14 ans, à partir de la 4e, pour travailler sur l'orientation en 4e, 3e. Et à partir de la 3e, ils peuvent choisir leur filière, soit en continuant en CAP, soit en continuant en bac professionnel dans une seconde. Et là, on a 12 filières professionnelles à leur proposer en PACA, mais il y en a bien d'autres sur d'autres territoires. Et puis aussi dans l'enseignement agricole public, où ils peuvent trouver toutes les filières de l'enseignement agricole qui ne se contentent pas que de la production. Il y a aussi sur la commercialisation, des parcours aussi sur les services. Oui, parce qu'on va le voir, le monde de l'agriculture, l'enseignement, ce n'est pas que devenir agriculteur. C'est ça. Non, puisqu'on a recensé 120 métiers différents. Hein, donc 120 métiers dans le monde de l'agriculture. Et donc avec une particularité forte, c'est qu'on est association familiale, et là peut-être que le président peut en parler, puisque l'intérêt des maisons familiales, c'est aussi que les familles sont partie prenante de l'éducation, avec un modèle qui est le modèle associatif. Que le président peut présenter. Alors, effectivement, les maisons familiales, c'est une vraie dynamique autour de l'enseignement agricole, et c'est le fait de 13 associations de parents. Ce sont des associations, loi 1901, constituées de parents, de maîtres de stage, donc d'agriculteurs, de maîtres d'apprentissage d'agriculteurs, et qui se mobilisent au sein de conseils d'administration pour proposer des enseignements autour de l'agriculture, que ce soit de la 4e, 3e, BTS. Parents agriculteurs ou pas forcément agriculteurs? Alors, pour les écoles d'agriculture, moi je suis au conseil d'administration de la maison de Bolène. C'est une école d'agriculture, donc nous avons beaucoup d'agriculteurs dans notre conseil d'administration. Mais il y a des écoles, des maisons familiales qui sont autour des services à la personne, qui sont autour du commerce, et donc il y a des administrateurs qui correspondent au milieu professionnel, qui correspondent à la maison familiale. J'ai une vision caricaturale, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, les maisons familiales rurales, ça me fait penser... C'est un système de pensionnat ou pas? Alors, ça fait partie des valeurs des maisons familiales, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble, et effectivement, on est très, très favorable à ce que les jeunes participent à la vie de l'école. Donc tout au long de la journée, que ce soit pour préparer le petit déjeuner, que ce soit pour préparer la salle, que ce soit pour le dortoir. Donc effectivement, l'internat est privilégié dans un souci justement de vivre ensemble. Ce sont des valeurs fortes que l'on veut porter au sein des maisons familiales. Très bien. Alors, avec vous, au lycée donc, de Carpentras, si je ne me trompe pas, Isabelle? Oui, tout à fait, lycée agricole Louis Giraud. Le lycée agricole Louis Giraud, ça se passe comment? Ça ressemble à quoi? Alors, on retrouve un peu le même schéma qu'en maison familiale. On reste quand même sur des structures très, très familiales parce que nous avons de petits effectifs dans les classes. Il y a également de l'internat, de la vie associative, la participation des familles. Nous sommes fortement impliqués sur le territoire auprès des professionnels, auprès des collectivités. Et les jeunes sont très, très souvent sollicités pour pouvoir s'insérer progressivement dans le milieu professionnel. Pareil, nous avons des jeunes de la 4e jusqu'en licence professionnelle dans divers domaines, aussi bien le commerce que l'animation des territoires, et également les productions, que ce soit de l'horticulture, du maraîchage. Oui, on est sur c'est très, très diversifié. Et puis, on a également dans nos établissements des formations plus générales, comme le bac S, et également le bac technologique axé sur l'agronomie et le vivant.
Ah, c'est ceux qui vont aller après à l'ISARA, non? Oui, bien volontiers, oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, on les accueille. On va revenir au post-bac. Juste Marie-Paul, un mot. Alors on sait qu'au niveau national, on a donc 140 000 étudiants en agriculture, 35 000 en post-bac. Ça fait quand même du monde sur le marché. Il y aura du travail pour tout le monde? Je pense que oui, parce que c'est vraiment, ça prépare à des métiers qui débouchent sur de l'emploi, il faut le savoir, puisque 90% des jeunes qui sortent de l'enseignement agricole obtiennent un emploi moins de 18 mois après donc l'obtention de leur diplôme. Alors qui peut en dire autant, je ne sais pas, donc il faudrait le dire encore beaucoup plus et montrer que ce sont des métiers non seulement qui débouchent sur des emplois, mais qui sont aussi très attractifs et passionnants. Donc on trouvait effectivement 120 métiers dans ce monde agricole. À l'ISARA, qu'est-ce qu'on prépare comme type de métier? Ces élèves ingénieurs, ils travaillent sur quoi? Alors le métier d'un ingénieur, c'est d'élaborer des dispositifs ou de gérer des dispositifs. Alors du coup, c'est très vaste. Ça va on a tendance à dire de la fourche à la fourchette. Donc ça va de la production classique. Donc on suit nos collègues du secondaire en travaillant les aspects agronomiques, les aspects zootechniques. Bon, vous n'avez pas échappé que, par exemple, on est quand même dans une révolution de l'agriculture. Les modes de production... C'est ce qu'on constate depuis hier. Les modes de production sont en pleine évolution. Les outils pour gérer ces productions sont en pleine évolution. On parle du numérique, etc. Donc tout ça, derrière, il y a des dispositifs à créer, il y a des choses à mettre en place. Et les ingénieurs y contribuent. Et puis, il y a toute la partie transformation, valorisation de cette matière première agricole, naturelle, et de plus en plus en dehors de la filière alimentaire, parce qu'il y a des utilisations de ces matières premières dans d'autres secteurs industriels. Avec des valorisations, par exemple, d'écoproduits ou de déchets. Oui, on en aussi. parlait ce matin. Alors, la dimension environnementale aussi, oui, qui se développe beaucoup et dans laquelle nos écoles sont présentes. Et puis, il y a un domaine qu'on a aussi depuis longtemps beaucoup développé à l'ISARA, c'est le développement rural. C'est-à-dire que la vie en territoire rural, elle est un petit peu différente de celle en ville. Et tout ça, c'est des aménagements, c'est la gestion des paysages, c'est toute cette diversité et toute cette sociologie autour du monde rural qu'on enseigne et pour lesquels on forme nos élèves ingénieurs. Très bien. C'est un petit peu, Céline, le parcours que tu as suivi. Toi, tu as travaillé sur cette question de la ruralité, l'animation des territoires, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Nous, on apprenait vraiment à développer des projets pour aider les agriculteurs à se développer, se diversifier, se faire connaître. Et du fait, oui, on faisait vraiment essayer de faire bouger le rural, de le rendre attractif. Et voilà. Donc, tu as 22 ans. Oui, aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire. C'était hier, moi. T'es balance, comme moi. Alors, lycée agricole Louis Géraud, un BTS DATR. Oui, développement, animation et territoires ruraux. C'est ça, c'est ce qu'on disait. Et tu me disais, mais là, je suis en pleine reconversion et j'ai envie de devenir comptable. C'est possible, ça? Oui, c'est un peu particulier. Quand j'ai fait dans mon BTS DATR, j'ai découvert un peu la comptabilité-gestion qui nous permettait de savoir si notre projet serait viable, etc. Voir si on pouvait vraiment le faire. Et c'est ce qui m'a le plus plu, à dire, dans ce BTS, mais c'est l'agricole. Donc du fait, je me suis plus tournée après dans la comptabilité-gestion pour ensuite partir dans un cabinet comptable et avoir des agriculteurs comme clients. Comment t'es venue l'envie et l'idée d'entrer dans une formation agricole? Tu es toi-même fille d'agriculteur? Non, petite fille. Non, c'est que je pense que j'ai des valeurs rurales, j'ai toujours vécu à la campagne. C'est vraiment des choses, j'ai vraiment des principes et des valeurs très propres à la campagne rurale. Et donc tout ce qui est ville, bureau ne m'attirait pas du tout au départ. C'était vraiment la nature. Donc je me suis tournée vers l'agriculture. Après, donc agricole, comme petite fille, je n'ai pas de terre, c'était un peu compliqué. Mais après, j'étais vraiment très surprise au DATR, qui vraiment, c'est pas vraiment que agricole, que agriculteur. Ça ouvre beaucoup de portes, on voit beaucoup de choses, comme on parlait que agricole, il y a vraiment beaucoup de métiers.
Et de là, j'ai découvert la comptabilité gestion. C'est soit on n'aime pas. Je me suis régalée et j'ai continué dessus. Et tu continues. Bon, une candidate pour Serre France, regarde, ils sont juste là, tu pourras aller les voir. Rémi, alors Rémi, toi tu es en zone un peu plus périurbaine, je ne sais pas si on considère, non, remarque Lambesc, c'est pas très loin de, tu es à Lambesc, hein, oui, je suis à Lambesc, c'est entre Salon et Aix. Donc voilà, Aix-en-Provence, bon, t'es pas très loin de la ville, on va dire. Donc toi tu es fils d'agriculteur et tu as un projet très précis qui est celui de reprendre l'exploitation familiale. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu es en BTS APV. Qu'est-ce que c'est BTS APV, agronomie et production végétale. Je suis à la MFR de Vaucluse à Bolène. Qu'est-ce que vous apprenez? On apprend tous les systèmes, tout ce qui est attrait à l'agricole, tout ce qui nous permet de produire une production végétale, tout ce qui est déjà... Toutes filières confondues. Toutes filières confondues, oui. Quand on est en BTS, on est encore sur des choses un peu générales? Ah non, on est quand même assez spécifié, c'est beaucoup moins général que... Toi, tu as des spécialités, c'est-à-dire le végétal Alors le végétal, c'est assez général, mais ça peut se... Comment dire ça s'attrait à tout ce qui est production végétale. Et on apprend à connaître la plante, à savoir ses besoins, on apprend à comment faire évoluer l'agriculture, à comment bien produire et essayer d'allier un peu toutes les techniques qui existent et connaître, savoir où s'orienter. Alors toi justement, tu as envie d'orienter l'agriculture parce que tu sais que tu es responsable de l'avenir du monde agricole. Donc à quoi va ressembler ton exploitation, l'exploitation familiale dans 20 ans? T'as envie, vous faites de la vigne, de l'oléiculture et des grandes cultures? Oui, aujourd'hui, l'exploitation, elle fait environ 170 hectares. Ah oui, c'est une grosse exploitation. Avec une très grosse partie en grande culture, tout ce qui est orge, blé, on a de la luzerne, des maïs, du tournesol. Et ça représente environ 160 hectares. On a 9 hectares de vignes et 1 hectare d'olivier. Aujourd'hui, on a envie, moi personnellement, la vigne et l'olivier me plaisent beaucoup. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est de développer la vigne et l'olivier sur l'exploitation familiale. Parce qu'en grande culture, on est moins équipé qu'avant. Déjà, on fait beaucoup moins Avant, on faisait des prestations, aujourd'hui, on n'en fait plus. Puis la vigne est plus intéressante pour nous, à notre échelle, est plus intéressante. Donc l'objectif est d'augmenter les surfaces en vigne, d'augmenter les surfaces en oléiculture pour rendre petit à petit la grande culture un peu moins dominante sur notre exploitation et de passer déjà vers de l'agriculture biologique pour les vignes. Alors voilà, c'était un peu ma question. On parle beaucoup de transition agricole depuis hier. Donc vous, les jeunes, vous êtes là, Mathis également. Est-ce que l'agriculture biologique, la transition agricole, l'agroécologie, tous ces sujets-là sont des sujets qui vous intéressent, qui vous interpellent, qu'on vous enseigne ou pas du tout? Oui, on nous enseigne beaucoup au niveau à l'école, on apprend beaucoup l'agroécologie. Oui. Donc on s'intéresse à la biodiversité, on s'intéresse au niveau du sol, composition du sol, type de sol. On fait beaucoup d'études de sol aussi. Toi, tu es comme Rémi, oui, en APV aussi, sur le matériel végétal, mais tu n'es pas fils d'agriculteur. Non, petit-fils aussi. Ah, bon, on l'est tous petits-fils, non? Petit-fils d'agriculteur, et tu as envie, non pas d'avoir ta propre exploitation, peut-être tu en as envie, mais c'est peut-être compliqué d'acquérir de la terre agricole? Non. Ça. Tu as envie de quoi alors? Je veux devenir technicien conseiller. Oui. Donc ça consiste à aider les agriculteurs dans leur démarche du choix des cultures, des différents traitements, comment produire la culture, afin de valoriser au mieux qu'il y ait du rendement, qu'il y ait du résultat derrière. Propre, qu'on aide beaucoup, avec beaucoup d'agroécologie, beaucoup d'agriculture biologique, moins de traitement, l'éco-phyto, on en a parlé juste avant avec André Bernard. Voilà, c'est tout ça que tu vas porter, rassure-nous. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Un futur conseiller des chambres d'agriculture. C'est bien, tout le monde a du boulot. Céline, donc Serre France, Rémi reprend l'exploitation et Mathis, tu iras travailler avec Marie-Paul. C'est parfait. Comme quoi, 100% des débouchés. Alors oui, la MFR. Pour la transition écologique. Ah, la transition écologique, ça fait parler. Oui, pour vous dire
que les maisons familiales sont très impliquées, très motivées par la transition écologique. La preuve en est, c'est qu'à la rentrée 2019, nous allons ouvrir une licence de transition agroécologique au service des territoires. Voilà. Et de plus, on a souvent tendance à opposer l'enseignement public et l'enseignement privé. Ben, figurez-vous que cette licence professionnelle sera conjointement menée par une maison familiale et par le département agrosciences de l'Université d'Avignon. Voilà. C'est formidable. Mais on n'a que des bonnes nouvelles sur ce salon MedAgri. Du côté des ingénieurs, j'imagine que c'est pareil. L'autre fois, je fais une petite anecdote, j'étais témoin d'un mariage et les 3 autres témoins étaient des ingénieurs. L'un dans l'industrie du pétrole, l'autre dans le plastique et le troisième dans le pétrole plastique. Et c'est le dernier qui me manque. Le nucléaire, bien sûr, le nucléaire. Voilà. Donc, j'y étais pas à votre mariage. C'était pas vous. Donc rassurez-moi, les ingénieurs de l'ISARA, ils sont aussi concernés par la transition écologique. Ils voient un monde. Si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, hein, les ingénieurs sont chargés d'élaborer des dispositifs. Donc ça fait, je veux dire, à peu près 20 ans qu'on travaille sur l'agroécologie à l'ISARA. Avec nos collègues de l'INRA. Alors l'INRA, c'est la recherche, c'est-à-dire c'est l'étape d'avant. Hein. C'est la recherche autour de tout ça. Nous, on arrive derrière pour transformer ces recherches en itinéraires culturaux, etc. Ce qu'ont appris les étudiants de BTS, j'espère. Donc pour transformer ces résultats de recherche en opérations concrètes qui sont mises en place par les agriculteurs. L'agroécologie, l'ISARA, on a été un des membres fondateurs, constitutifs du réseau d'agroécologie européen, et on est reconnu pour ça depuis un certain temps. Donc ce sont des choses que les écoles d'ingénieurs travaillent depuis de nombreuses années. Le numérique, ce qu'on appelle l'agriculture de précision, l'agriculture raisonnée, qui est un peu en perte de vitesse, mais toutes ces réflexions autour de ça, qui vont dans d'autres champs, je dirais, de réflexion que le bio, parce qu'il n'y aura pas que le bio dans le futur. Malheureusement, les prix de revient des cultures bio peuvent être un frein à la consommation de certaines personnes. Donc il faut trouver des alternatives qui permettent des coûts un peu plus raisonnables, mais avec une forte exigence environnementale, écologique. Voilà. Donc tout ça, on y travaille depuis de très, très nombreuses années. Donc ce sont vos étudiants qui, effectivement, sont en train de nous préparer toutes ces innovations qu'on voit poindre un petit peu partout sur le territoire et aujourd'hui aussi sur le salon, notamment du côté de Tech & Bio. Marie-Paul, juste un mot sur Innovaction. C'est une démarche qui est portée donc, par la Chambre régionale. C'est une démarche qui est portée, c'est un label donc, qui est porté par les chambres d'agriculture. Donc nous, sur la région PACA, nous le faisons, nous le finalisons depuis 4 ans maintenant. Cela va être la 4e année. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui est très simple. Ce sont des agriculteurs qui ont des pratiques culturales ou des pratiques même commerciales très innovantes qui ouvrent leurs portes à d'autres agriculteurs. Donc des agriculteurs qui parlent à d'autres agriculteurs. Partage d'expérience. Depuis 3 ans, depuis 3 ans, nous avons voulu l'ouvrir aux jeunes étudiants donc des lycées agricoles pour qu'ils voient vraiment la réalité du métier, qu'ils voient combien c'était innovant et qu'ils voient comment les agriculteurs travaillaient, puisque ce qu'on veut, c'est changer l'image de l'agriculture et du métier. Alors, pas que l'image, Marie-Paul, on veut changer l'agriculture. Mais elle est changée, l'agriculture, on l'a déjà changée. Hein. Elle est en changement. Isabelle, je vous entends trépigner. Moi, je voulais rajouter une des particularités dans l'enseignement agricole, c'est que nous avons des exploitations agricoles qui sont présentes parce que nous avons des apprenants. Sans ces apprenants, les exploitations agricoles au sein des établissements scolaires n'existeraient pas. Et dans ce cadre-là, bien sûr, nous les formons aux gestes professionnels, mais également avec nos partenaires et entre autres la Chambre d'agriculture, nous participons aux journées d'innovation. Et nous, sur le campus donc Louis Giraud, le 13 novembre, avec une société qui met à disposition des palox pour conserver les fruits et les légumes sous atmosphère contrôlée, nous ouvrons notre exploitation à tous les professionnels, les scolaires qui souhaitent venir voir comment on peut conserver le raisin de table en l'occurrence cette fois-ci, avec tous ces caractères organoleptiques que l'on va retrouver lors de la dégustation, comme si on les avait cueillis la veille. Parce qu'on ne les a pas cueillis la veille. Presque. Alors rendez-vous le 13 novembre. Alors tout le monde veut parler. Je ne sais pas du tout quelle heure il est. Je ne connais pas du tout le timing. André, help me.
Ah, ça va. Je peux juste ajouter un tout petit point parce que c'est en lien avec ce qu'ont dit mes collègues précédents des MEFER et puis ce qui vient d'être dit. C'est qu'il faut insister sur le fait que la formation agricole est très pragmatique, très concrète. Et on le voit très bien parce que dans les chiffres que vous avez cités, il y en a un qui manquerait peut-être. Il y a 30 000 apprentis dans la filière agricole sur 140 000. C'est énorme. On n'a pas ça dans le reste de l'enseignement. Et c'est vrai, depuis le CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur. On peut tout à fait faire toute sa scolarité dans l'agricole en apprentissage jusqu'au bac+5, jusqu'au diplôme d'ingénieur. Et ça, je pense, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Oui, et à la fois faire toute sa scolarité dans l'enseignement agricole et pour autant ne pas devenir agriculteur, mais par exemple ou expert comptable, ou ingénieur, ou agriculteur. On a besoin de tout le monde dans notre métier pour nous accompagner, nous conseiller et surtout faire vivre les familles qui sont encore sur des terres agricoles et on est fiers de ces terres agricoles. Et qui contribuent à maintenir nos terres agricoles et nos paysages. Merci à tous. Et puis nourrir aussi, hein. Ah, c'est vrai qu'on avait oublié ça, cette fonction première. Nourrir sainement, c'est la fonction première, hein. Nourrir la population. Mais bien nourrir. C'est ce qu'on fait. Hein, avec d'énormes efforts. Avec d'énormes efforts, on le sait. Le chemin n'est pas simple, mais il y a beaucoup de volonté et encore faut-il un peu plus de moyens. Vous n'êtes pas d'accord? Tout le monde était d'accord. On est tout à fait d'accord. Bon. Merci à vous. À ce soir pour une grande soirée dansante, si j'ai bien compris. Voilà. Et juste avant, on a rendez-vous avec nos amis de Pelinck pour un petit instant de récréation. Merci beaucoup. Merci. Demain matin, il y a la conférence d'innovation quand même.